Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Politique. Politique, c'est l'émission d'Africable Télévision consacrée à la chose politique, l'actualité politique avec les leaders de différentes formations. Et aujourd'hui, nous recevons l'honorable Oumar Mariko. Il est député à l'Assemblée nationale du Mali, également président de Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI. Avec lui, nous allons parler de la vie du parti, l'état de santé de la formation, comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui. Nous allons également parler de la position de SADI par rapport à certaines questions d'actualité nationale, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, 6 mois après sa signature, le récent réaménagement gouvernemental, autant de questions donc que nous allons aborder avec Dr Mariko. Bonsoir, M. Mariko. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment se porte aujourd'hui SADI? Je vous remercie, le SADI se porte bien. Le SADI se porte bien et de mieux en mieux, pour la simple raison que, pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est que nous enregistrons tous les jours des adhésions au parti. Des adhésions qui vont aux simples citoyens, à des élus locaux. Et récemment, nous venons d'enregistrer 87 conseillers municipaux dans la région de Tombouctou. Nous venons d'enregistrer une dizaine de conseillers municipaux à Kéniéba. Et de plus en plus, nous avons des gens qui adhèrent au parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, les citoyens reconnaissent que le SADI a pris des positions extrêmement difficiles à un moment donné de sa vie et de la vie de la nation, qui étaient des positions jugées inacceptables à l'époque. Mais aujourd'hui, les populations reconnaissent que le parti SADI avait raison. Et là, donc, à cause de ces 2 éléments, nous pouvons dire que le SADI gagne en crédibilité dans l'opinion publique par ses positions, ses prises de position d'hier et même d'aujourd'hui, mais aussi le SADI enregistre donc des adhésions. Tout de suite, en venant ici, une dame qui me cherchait il y a 2 ans vient de dire qu'elle adhère au parti. Elle n'a jamais milité dans un parti politique, elle adhère au parti SADI. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas nuancer, docteur, l'état de santé du parti? C'est vrai qu'il enregistre des arrivées tous les jours, mais il y a aussi des départs, des défections. Lors des dernières assises à Sikasso, on a assisté à certains départs. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas nuancer l'état de santé? Il y a des arrivées, mais il y a aussi au congrès des passé défections. À Sikasso, nous avons exclu des gens du parti. Au congrès, à peu près une dizaine, maximum 10 ont quitté le parti. Et au même lieu, il y a à peu près une 50aine qui ont fait leur adhésion à Sikasso. Alors donc, vous savez, j'ai une conception du parti qui consiste à dire que le parti dans son évolution s'épure. C'est-à-dire que un tronc d'arbre, il y a des feuilles. Les feuilles qui résistent restent. Mais ceux qui ne résistent pas tombent au-dessus du tronc d'arbre avec un léger vent ou un grand vent et ils deviennent de l'humus qui permet à la plante et à l'arbre de pouvoir s'épanouir. C'est le cas du SADI. Nous allons même demain nous pourrons enregistrer quelques démissions. C'est possible. Ce n'est pas à exclure. Mais les adhésions sont plus importantes. Lorsque 10 démissionnent et que je parle de 87 conseils municipaux qui rentrent dans une région, d'une dizaine qui rentrent dans un cercle, vous savez, ça, c'est une avancée. Et vous verrez notre fichier, parce que le SADI est différent de beaucoup de partis sur ce plan-là. Vous pouvez aller vérifier. L'adhésion au parti, c'est la prise de la carte de membre, en payant 500 francs CFA, et en donnant sa photo d'identité, on fait un fichier. Allez-y voir le fichier. Aujourd'hui, le SADI, nous n'avons pas moins de 40 000 personnes qui ont fait leur adhésion au parti. Mais ce n'était pas des premiers départs, surtout que ceux qui quittent disent que le président, Dr Mariko, n'aime pas la contradiction. Alors, est-ce que c'est vrai que le grand contradicteur que vous êtes est horreur de la contradiction? J'aime la contradiction, j'aime le débat contradictoire et je ne m'épuise pas dans le débat contradictoire. Mais ce que je vais vous dire, je n'étais pas président du parti au moment où il partait. J'étais que le secrétaire général du parti. D'accord. Alors donc, de ce point de vue, il y a des gens qui ont des ambitions, qu'ils amènent, parce que la position actuelle est extrêmement controversée. Mais moi, je pense que c'est pas la peine d'insister là-dessus. On va pas s'attarder nous là-dessus. Nous avançons. Effectivement, on ne va pas s'attarder là-dessus. À l'issue de ces assises de Sikasso, justement, vous êtes passé de secrétaire général à président. Vous êtes monté en grade. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'on reprocherait quelque chose
à l'ancien président Sissoko, Cheikh Oumar? Non, vous savez, depuis le mouvement Sadi, Cheikh Oumar était le président du mouvement. Et Cheikh Oumar et moi, c'était toujours un débat. Un débat, et c'était toujours à qui peut mieux faire pour pouvoir évincer l'autre, pour que l'autre prenne le dessus. Moi, je me battais pour que Cheikh Oumar soit le président du Sadi mouvement. Cheikh Oumar se battait pour que je sois président du parti Sadi. Alors donc, nous avons, après de longues nuits de discussions, convaincu Cheikh Oumar Sissoko pour être le président du mouvement Sadi. Il a travaillé et jusqu'à la dernière date, actuellement à Sekasso, il aurait pu continuer. Mais il se trouve qu'il a été élu à d'autres fonctions. Et il faut reconnaître que pendant longtemps, il dit oui, il faut qu'il parte, il faut qu'il change la main, etc. Bon, ce n'est absolument pas un désaveu, ce n'est pas un désaveu, c'est simplement, Cheikh Oumar reste membre du parti. Il va d'ailleurs diriger la commission d'élaboration qui va peaufiner le projet de société, peaufiner notre programme politique. Il va faire partie de la commission, il va me diriger cette commission-là. Donc Cheikh Oumar est au parti. Vous savez, le parti Sadi, c'est le seul parti au Mali où le président cède la candidature à l'élection présidentielle au secrétaire général. Okay. Et ça, c'est un travail qui fait. C'est un parti de militants. Cheikh Oumar et moi, nous sommes des militants de longue date. On se connaît depuis 1978. Ok, ce n'est pas rien. Donc, Sadi se porte très bien. Ça veut dire qu'il était prêt à en découdre. Il était prêt pour les élections locales maintes fois reportées. Déjà, à l'époque, quelle a été votre position par rapport à la tenue ou non de ces élections locales dans le contexte? Nous pensions que les élections locales à l'époque, c'était pas bon de les organiser. Nous pensons que c'était pas bon de les organiser parce que pour nous, c'est des élections de proximité. Quand nous avons la partie sensible aujourd'hui du Mali, où nous avons à peu près plus de 150 000 personnes qui sont à l'extérieur, qui ont un terroir, qui ont un domicile, que tous ici soient exclus des élections de proximité, nous pensons que ça générerait des conflits. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de conflits en ce moment. Il y a des gens qui ne veulent pas que certains viennent. Il y a des gens qui font tout pour que d'autres restent là où ils sont. Pas parce qu'ils sont des rebelles, pas parce qu'ils ont posé des actes attentatoires, mais simplement parce qu'il y a des contradictions sociales entre ces différentes personnalités, les uns voulant régler leurs problèmes à partir de l'État. Donc nous avons estimé à l'époque que ce n'était pas bien séant de reporter les élections. Et disons de faire les élections. Mais par contre, nous disons les raisons qui nous ont poussés à dire cela, nous disons qu'il ne fallait pas fixer de délai sans qu'on ne mette pas les moyens nécessaires pour que ce problème soit réglé. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles les élections n'ont pas été faites. Alors donc, c'est ça notre position. Ne varie pas. Nous estimons que pour faire de bonnes élections dans un pays en paix, il faut faire en sorte que tous les enfants du pays participent à les élections de proximité. Je pense que cette position demeure. Mais il y a une autre position pour laquelle, en 1992, par exemple, lors de la présidentielle, certaines contrées, certaines parties de Kidal n'ont pas accompli leur devoir civique, qu'il faudrait y aller vite. C'est un point de vue aussi. Bon, c'est un point de vue, mais ce que nous avons enregistré quand même, c'est qu'il y a des candidats qui ont pu faire une campagne à Kidal. Je crois que l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta est allé à Kidal. Au moins, il y a eu ça. Mais dans les élections municipales qui ont été reportées, cette possibilité, elle était infime. Parce qu'il y a aussi l'insécurité généralisée. Okay. Donc je pense que ce n'est pas le même parallèle. Mais même en Bamako, il y a des gens qui n'ont pas accompli leur devoir civique. D'accord. Ok, ça nous donne l'occasion de parler justement de la mise en œuvre de l'accord, les contextes sécuritaires. Docteur Marco, 6 mois après sa signature, qu'est-ce que vous pensez de cet accord? C'est vrai, le vin est tiré, il faudrait le boire. Le débat sur le fait que ce soit bon ou mauvais, peut-être qu'on est allé au-delà de ça, mais 6 mois après sa signature, qu'est-ce que vous pensez de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation? Vous savez, on ne peut jamais aller au-delà de ça. Moi, je sais que là, tout le monde dit, je ne me réfère pas à mon constat, mais je me réfère à ce que ceux-là même qui sont les chantres des accords disent aujourd'hui. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que ça piétine. Ça piétine. Vous savez, ce qui me préoccupe personnellement dans ces accords-là, après la signature des accords, mais ce qui me préoccupe dans la résolution de la situation au nord, c'est qu'on arrive dans ce pays à se parler. Moi, je demeure encore convaincu
que nous n'avons pas suffisamment écouté publiquement ce qui s'est réellement passé et qui a fait que des gens ont pris les armes au Mali. Moi, je le pense toujours, parce que, pour la simple raison que j'ai eu à rencontrer ce qu'on appelle les rebelles. Je les ai rencontrés à Niafunké, je les ai rencontrés à Kidal. J'entends des sons de cloche et j'avoue que j'aurais bien aimé partager ça avec tous les citoyens lambda pour qu'au moins on arrive à une compréhension claire du fait que l'État s'est déconnecté de ses citoyens au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et que les réactions ont été différentes sur l'étendue du territoire national. Cela peut nous permettre en ce moment de faire une analyse claire et de pouvoir prendre des solutions idoines. Mais je comprends pourquoi cela n'est pas lieu. Parce que le jour où cela va se faire, ça va être le vrai dialogue. Je crois que beaucoup de gens vont être disqualifiés à faire la politique à la République du Mali. Parce qu'ils ont une grande responsabilité dans la dégénérescence de la situation générale de notre pays et à faire en sorte qu'on arrive à cette extrémité. Est-ce qu'il y a lieu de faire cette marche arrière dès lors que l'accord ça a été conclu, c'est signé, le gouvernement malien a apposé sa signature, peut-être qu'il faut aller de l'avant. La marche arrière dont vous parlez, c'est quasi impossible. On pense qu'en signant l'accord, on va de l'avant. Bon, en signant l'accord, on pose un acte qui permet de pouvoir aller de l'avant. La simple signature de l'accord ne permet pas d'aller à l'avant et le contenu du simple de l'accord ne peut pas permettre non plus d'aller à l'avant. Et c'est pour cette raison que chaque fois moi je propose qu'il y ait un dialogue vrai. Qu'il y ait un dialogue vrai en dehors de la communauté internationale. On me dira oui, c'est ce dialogue qui est en cours. Mais ce qui est en cours, honnêtement, je continue à croire que c'est de la façade. Mais personnellement, j'ai du mal à vous suivre. L'accord, il est déjà signé. Est-ce que vous voulez qu'on le mette de côté, se rencontrer d'abord entre Maliens? C'est déjà signé, là, M. Mariko. Non, ça veut dire que je ne dis pas il faut mettre de côté, il faut se... Non. De toute façon, ce que je dis là... Maintenant, il faut l'appliquer. Ce que je dis là, vous dites appliquer l'accord, ce que je dis, il faut que les Maliens continuent à se parler, les Maliens se parlent. C'est pas gratuitement, c'est pas pour rien que nous avons fait des voyages à Niafunké, c'est pas gratuit. Justement, vous croyez que nous n'allons pas lâcher ça? Et ce n'est pas gratuitement aussi que personnellement, après la visite scandaleuse du Premier ministre, l'ex-Premier ministre Moussa Mara à Kidal, que moi j'ai fait le voyage au nom de mon parti à Kidal. Et je suis prêt à partir à Kidal et je vais y aller. Ce n'est pas gratuit. Je pense simplement que quelque part aussi, on peut dire que l'accord peut permettre cela. Mais c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire qui nous donne une certaine expertise qu'on aimerait bien mettre à la disposition de l'État malien. Mais nous faisons ce travail-là et nous pensons que le combat pour la paix dans notre pays, le combat pour le retour de la sécurité dans notre pays est aussi de la responsabilité d'un parti politique. Okay. C'est pour cette raison que le parti Sadi prend parfois des risques à travers ses principaux dirigeants pour approcher les protagonistes et essayer de booster la situation et de dire ce qu'ils pensent à tous les éléments pour la paix. D'accord, on va mettre sous veilleuse un peu entre parenthèses l'accord pour revenir à ce fameux voyage que vous avez effectué en 2012 à Niafunké. Vous avez rencontré les groupes armés, mais M. Mariko, l'esprit de patriotisme qui vous a toujours caractérisé aurait voulu au moins que vous rendiez compte au gouvernement malien, même si ce n'était pas une mission officielle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là entre vous et les groupes armés, si vous pouvez le dire aux téléspectateurs d'Africa? Très bien. Ouais. La première chose, c'est que pour aller d'abord à Niafunké, je suis allé à Sévaré, rencontrer le commandement opérationnel sur le terrain, la position la plus avancée de l'armée malienne. Ensuite, j'ai discuté avec ceux-ci sur mes intentions, parce que je n'aimerais pas être pris à défaut de patriotisme ou être pris comme quelqu'un qui pose des actes contre l'armée malienne. Donc j'ai vu leurs sentiments et le sentiment n'était pas contre ce que je voulais faire. Je suis allé aussi rencontrer les différents mouvements d'autodéfense, le FLN, Gandakoy, Gandaizo, à Soufroulaye et à Mopti. Revenu de Mopti, je suis monté à Kati rencontrer à l'époque le capitaine Amadou Ayassanogo, avec qui j'ai pu avoir un ordre de mission et je suis allé, ça c'est très important, je suis allé à Niafunké et par la route. Et tout le chemin faisant, j'ai rencontré des responsables de l'armée à qui j'ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire. D'abord, dans un premier temps, pour dire simplement à ceux qui ont prêté des intentions malveillantes à ce voyage-là, que si c'était des intentions, c'était des attitudes contraires à la position de l'armée, je crois qu'elle avait tous les moyens de me liquider
sur le chemin. Ceci dit en passant, quand j'ai rencontré ceux-ci, c'était très clair. Hein? Nous avons pris les armes à cause de la situation que nous a imposée le président de l'époque, Amadou Toumani Touré, et une partie de l'armée instrumentalisée par lui. Nous sommes prêts à déposer les armes, à rentrer en discussion avec les militaires de Kati, à déposer les armes, à discuter avec eux. Nous ne sommes pas d'accord avec l'arrivée de la communauté internationale, parce que cette communauté internationale est constituée de pays qui ont des agendas différents de l'agenda du peuple malien. La charia dont nous nous réclamons, cette charia, elle n'est pas un obstacle au dialogue. On peut dialoguer et cette histoire de charia n'était pas un obstacle. Voilà ce qui était dit en clair, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres que je ne pourrais pas dire sur ce plateau pour l'instant, parce que ça demande des développements, et si on n'arrive pas à développer, ça peut prêter à d'autres interprétations. Mais de retour, hélas, je n'ai pas pu, nous avons fait un rapport. Le rapport a été déposé au niveau du capitaine Amadou Aya Sanogo, à l'époque capitaine Amadou Aya Sanogo, aujourd'hui général de l'armée malienne. Bombardier général. Bombardier général, ça c'est les trucs de Serge Daniel qui ne fait pas vraiment recette. Il y a des gens qui ont été bombardés président de la transition, ça c'est Djongouda Traoré. Il y a des gens qui ont été bombardés premier ministre, etc. Bon, il y a tellement déjà bombardé la République du Mali que bon. Bref, donc, et c'était pas suffisant pour moi. Je suis allé rencontrer, nous sommes allés rencontrer le premier ministre de l'époque, comme on appelle le premier ministre plein pouvoir à l'époque, Cheikh Modibo Diarra. Et c'est là, c'est lui qui a bloqué le dialogue. On allait lui rendre compte. Et maintenant, on n'a pas rendu compte à une seule personnalité à l'époque, la personnalité autoproclamée qui était Djongouda Traoré. Nous ne l'avons pas rendu compte. Pour nous, dès lors que nous avons parlé aux responsables du CNDRE, que nous avons parlé au Premier ministre qui a été accepté par la communauté internationale, nous avons fait notre devoir. Maintenant que les uns et les autres ne nous aient pas entendus ou écoutés, ce n'est pas le problème. Mais je dois vous dire aujourd'hui que l'esprit dans lequel nous avons fait cette rencontre-là est encore d'actualité. Ok, c'était donc en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Le contexte a changé. Un accord a été signé. Est-ce que l'esprit de Niafunké, pour reprendre votre expression, l'esprit de cette visite peut aider aujourd'hui à diligenter la mise en œuvre de l'accord? Absolument. Cet esprit... Comment et dans quelle mesure? Absolument, ça peut aider. Parce que d'abord, cet esprit, grâce à ces contacts, les autorités en ont bénéficié. Et on ne crie pas tout sur tout le toit. Les autorités en ont bénéficié. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'esprit demeure. Parce que l'esprit, à mon avis, il faut refonder l'armée malienne. Il faut refonder l'armée malienne. Ça, c'est l'esprit de Niafunké. Il faut refonder l'armée malienne. Il faut refonder les forces de sécurité. Parce que Niafunké nous a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport aux actions posées par l'armée, par rapport à la comparaison que nous faisons entre les actions posées par l'armée là-bas et de l'autre côté. Donc il y a la nécessité, si nous voulons que les choses se passent bien dans notre pays, il faut faire la paix par la reconstruction de l'armée qui doit être considérée comme la garante de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays et qui doit être le creuset de l'unité nationale. Mais cette disposition est présente dans l'accord pour la paix. Et là-dedans, on parle de forces armées reconstituées du Nord. Est-ce que selon vous, ce n'est pas une refondation? Ce n'est pas la même C'est pas une refondation. Ce n'est pas le même esprit. Parce que ce qui se passe, on est en train de recruter. On pense que la refondation de l'armée, ça passe par recruter des militaires, par recruter des gens, d'un recrutement qui se fait sur des bases purement et simplement népotistes, on le voit. Ça n'obéit à aucune démarche sérieuse de construction d'une armée. Mais ce n'est pas ça. On pense que la refondation de l'armée, il faut reconstruire, il faut recruter des militaires, il faut recruter des jeunes dans l'armée, il faut aller chercher des armes, il faut faire... Non, ce n'est pas ça la reconstruction de l'armée. La reconstruction de l'armée, c'est d'abord, c'est de faire un recrutement en toute transparence, de tous les enfants du pays. Et dans le contexte actuel, il y a des forces armées qui ne sont pas légales, qui s'imposent, et il y a une armée légale avec ses faiblesses. Alors pourquoi une rencontre ne pourrait pas se faire entre forces armées et pour dire, comme en 1961, qu'il nous faut aujourd'hui, après s'être battus les uns contre les autres, après avoir fait ces carnages dans tous les rangs,
dans les rangs des forces armées aussi bien que dans les rangs de la société civile. Pourquoi nous ne dirons pas qu'il faut que nous retrouvons aujourd'hui, si nous acceptons que nous sommes des Maliens et que nous créons, avec l'expérience des uns et des autres, nous créons une nouvelle armée. Je suis prêt à défendre cette thèse devant n'importe quel contradicteur politique et non politique. Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui et à décompter nos morts, les morts militaires, les morts de la rébellion, les morts au niveau de la société civile. Pourquoi on ne fait pas cet inventaire aujourd'hui et qu'on se dise nous voulons recréer un nouveau dessin, nous voulons recréer un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens et aller en ce moment-là à la refondation de l'armée. Ça s'est fait, la refondation de l'armée s'est faite selon un projet politique, une vision politique. Et cette vision politique, à mon avis, après 25 ans de démocratie, peut-être qu'on en parlera, 25 ans de démocratie, cette vision aujourd'hui doit être la création d'une 4e république des valeurs. On va en parler. Je vais rester encore sur l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais peut-être, Mariko, il faut reconnaître que 6 mois après sa signature, l'accord a permis d'éviter quand même des accrochages, la guerre conventionnelle entre les groupes armés d'une part et l'armée du Mali d'autre part. C'est vrai qu'il y a des accrochages. C'est vrai que le défi aujourd'hui, c'est comment prendre en compte les groupes non signataires de l'accord. À Kidal, à Gao, on assiste de moins en moins à une guerre conventionnelle entre armée du Mali et groupes armés. Ce sont plutôt des accrochages ça et là. Ça, c'est peut-être une avancée, non? C'est pourquoi je fais dire tantôt que l'accord, nous avons toujours dit dans notre parti que l'accord, nous ne ferons aucune manifestation contre cet accord qui ne va pas résoudre le problème. Le fait simple fait qu'on aille dans un accord, ça nous permet de dialoguer entre nous. Alors donc, dans ces conditions-là, le voyage de Niafonke était une avancée. Le voyage de Dina Dogon à Kidal était un pas vers la paix. Le voyage du Haut Conseil islamique dans toutes ces régions était un pas pour la paix. Et ce sont ces pas-là qu'il fallait mettre ensemble, qu'il faut toujours mettre ensemble pour que nous puissions aller vers une véritable paix. Donc ce n'est pas seulement l'accord en tant que tel, il y a des processus qui ont été mis en place, qui ont été faits dans ce pays, qui nous ont amenés même à la facilitation de la signature de cet accord-là. Okay. Et une dernière question sur l'accord. C'est vrai, vous aviez rencontré à l'époque ces groupes armés et à un moment, coïncidence pour coïncidence, Fakola, chez vous, dans le sud du pays, a été attaqué. Et voilà, d'aucuns ont tout de suite vu le lien. Omar Mariko qui flirte avec Ansadine Yagali et puis sa contrée qui est attaquée. C'était troublant pour un certain nombre de Maliens à l'époque. Bon, c'était trouble pour ceux qui ont toujours des intentions malheureuses vis-à-vis de Omar Mariko. Sinon, contrairement à beaucoup dont la ville était attaquée et qui ne sont jamais allés, depuis lors, je crois qu'ils sont même parlé des hommes politiques de certains partis. Non, mais vous les rencontrez et puis après, c'est une attaque chez vous. Mais la question que je pose à ceux-là, qu'est-ce que Omar Mariko donne aux rebelles? Qu'est-ce que Omar Mariko donne à l'armée? Et pourtant, c'est Omar Mariko est bien écouté et dans l'armée par les hommes, les sous-officiers, les hommes de rang, ce qui consiste la quintessence même de l'armée, et respecté par les mouvements armés. Je crois que cela peut être mis plutôt à la disposition de notre peuple, de notre pays, plutôt que de vouloir créer des suspicions interminables. On peut toujours le faire. Mais moi, ce que j'ai pu savoir, je suis allé à Fakola. Avec l'attaque, je suis allé. On dira oui parce qu'il est avec les djihadistes. Tant mieux. Si être avec les djihadistes peut permettre à ce que la paix vienne au Mali, je crois que les Maliens ne doivent pas se priver de cela. Et je peux vous dire que ce que j'ai entendu, vu là-bas, ce n'est pas ceux du tout, ça n'a rien à voir avec ceux avec lesquels le Mali a signé l'accord, avec ceux que moi j'ai rencontrés à Niafonke et à Kidal. Okay. Ils n'avaient absolument rien à voir avec cela. Okay. S'il y a quelque chose que Sadi a habitué les Maliens, ce sont beaucoup plus les interpellations. On se rappelle les interpellations de l'ancien ministre de la Sécurité, Sada Samake, de l'ancien ministre du Développement rural, Bokari Treta, et même du ministre de la Défense. Aujourd'hui, à la faveur d'un réaménagement gouvernemental, et Sada Samake et Bokari Treta sont partis. Est-ce que c'est une victoire du député Mariko et de Sadi? Est-ce que vous vous réjouissez de ces départs-là? Bon, notre intention, ce n'est pas que quelqu'un part ou quelqu'un reste. C'est que l'on change de méthode de gérer le pays. Et je pense que cette méthode n'a pas changé. Donc il n'y a pas lieu de se réjouir. Nous avons simplement posé des actes. Mais la question est de savoir, est-ce que véritablement, ce sont ces interpellations-là qui ont fait partir les deux ministres? Si c'est le cas,
évidemment, il y a lieu